Bienvenue dans cette conférence internationale intitulée « Services publics de l'emploi et entrepreneuriat, challenge pour un développement économique et inclusif ». Une thématique d'une importance capitale qui démontre les défis que rencontrent les services de l'emploi un peu partout dans le monde afin de contribuer au développement économique et social. Durant l'espace de 2 jours, vous aurez la charge de traiter cette thématique de fond en comble en visitant toutes ces déclinaisons, en explorant les expériences des uns et des autres et en testant de nouveaux outils, de nouvelles méthodes afin de revenir à l'objectif escompté, celui de l'inclusion et de la durabilité dans l'approche entrepreneuriale. Je souhaite de bons travaux et j'invite, sous vos applaudissements s'il vous plaît, M. Lotfi Dieb, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à prononcer son discours d'ouverture. Merci. Bonjour tout le monde. Madame Imen Belmati, présidente de WEPS, Madame Jacqueline Groth, chef de la coopération allemande à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne, Madame Farihan Boussafara, directrice générale de l'ANITI, honorables partenaires, invités et partenaires. C'est à la fois un grand plaisir et un honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous à cette conférence internationale Services publics de l'emploi et l'entrepreneuriat, challenge pour le développement économique et inclusif durable. Cet événement témoigne à la fois de l'importance accordée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle à l'emploi et à l'entrepreneuriat comme étant un challenge pour un développement économique inclusif durable, certes, mais aussi pour mieux répondre aux besoins des jeunes, aux attentes des chercheurs d'emploi. Je voudrais à cette occasion rendre hommage à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette conférence qui sera l'occasion d'échanges sur les bonnes pratiques et de s'inspirer des expériences réussies pour promouvoir l'entrepreneuriat. Je tiens à la même occasion à remercier vivement nos partenaires stratégiques qui ont toujours présenté pour nous un appui dans la promotion de l'emploi décent et le développement de l'entrepreneuriat à travers une panoplie de projets avec un accent particulier sur l'innovation, l'impact social et environnemental, la transition du travail informel au travail formel, l'économie sociale et solidaire avec une perspective de développement durable. Honorables partenaires, invités et participants, avec un taux de chômage qui s'établit à 16,4% au dernier trimestre de l'année 2023. L'entrepreneuriat se présente pour nous comme une réponse pour offrir une nouvelle opportunité d'intégration des jeunes au marché du travail, réduire le travail informel, diminuer les inégalités et les discriminations pour les personnes les plus vulnérables. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle considère qu'accompagner, encourager, soutenir et financer les entrepreneurs sont des priorités pour les structures sous tutelle qui se sont mobilisées depuis déjà des années pour surmonter tous les défis et les obstacles qui entravent la promotion de l'initiative privée. Les efforts
ont été considérables, d'une part par l'élaboration de la stratégie de l'entrepreneuriat, la stratégie nationale de l'entrepreneuriat, qui a été conçue sur la base d'objectifs globaux, accompagner les porteurs de projets tout au long de la chaîne de valeur de l'entrepreneuriat. Cette stratégie s'articule autour des axes suivants: développement de la culture entrepreneuriale, facilitation de l'accès au marché, développement d'une offre d'accompagnement complète, simplification des procédures administratives, facilitation de l'accès au financement. Et d'autre part, par la mise en œuvre de la vision de l'ANITI 2030, qui s'articule autour d'un objectif majeur: améliorer, moderniser et personnaliser les services d'accompagnement. Honorables partenaires, invités et participants, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, en tant que structure qui veille à la concordance des orientations stratégiques et des choix économiques et sociaux, contribue pleinement à l'effort national pour la promotion de l'entrepreneuriat collectif, essentiellement la promotion des sociétés communautaires. Ce nouveau mode d'entrepreneuriat vise à instaurer un modèle économique équitable, compétitif, inclusif, diversifié, innovant et créatif, et créateur d'emplois décents afin de valoriser les opportunités locales et régionales. Les sociétés communautaires, en tant que nouveau mode entrepreneurial, se présentent comme une solution pour résoudre les grands défis des déséquilibres régionaux et répondre aux besoins des citoyens selon les spécificités des régions. Une importance de haut niveau a été accordée aux sociétés communautaires par la création d'une nouvelle mission gouvernementale chargée des sociétés communautaires. 2 lignes de financement ont été confiées pour toutes les institutions financières, 40 millions de dinars pour la promotion de ce modèle et des nouveaux produits d'accompagnement et d'appui technique ont été mis en place. Honorables partenaires, invités et participants, avec un taux d'informalité de l'ordre de 36%, la transition du secteur informel au secteur formel constitue également un axe stratégique pour le ministère. Un plan d'action sur 3 ans, 2024-2026, a été élaboré de façon participative avec les partenaires et les ministères, les parties prenantes des ministères, comme le ministère des Finances, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Technologie, de l'Information, pour l'implantation du statut de l'auto-entrepreneur. Ce plan s'articule autour des grands axes suivants. Axe législatif, pour la finalisation des textes. Axe digitalisation, pour l'hébergement de la plateforme qui va gérer les opérations afférentes au statut de l'auto-entrepreneur. Axe accompagnement portant sur la formation des acteurs chargés de mener les opérations via la plateforme. Axe relatif à la communication et sensibilisation. Axe relatif aux incitations fiscales. Ce plan prévoit notamment la formalisation des activités de 20 000 travailleurs dans le secteur informel par année, et ce par des procédures simples et un régime fiscal et social préférentiel et attractif. Honorables partenaires, invités et participants, conscients des mutations qui caractérisent notre environnement économique et social, le ministère œuvre à promouvoir l'entrepreneuriat en tant que moteur d'innovation, de développement des technologies numériques, solution au changement climatique et un terreau fertile pour la création des entreprises dans le secteur de l'énergie renouvelable
de l'énergie renouvelable, recyclage et valorisation des déchets. Honorables partenaires, invités et participants, permettez-moi, au terme de mon allocation, d'exprimer mes vifs remerciements à tous les organisateurs, participants et partenaires internationaux, en espérant demeurer sur la même voie avec un engagement et une implication de tous les acteurs de l'entrepreneuriat. Je vous remercie de votre aimable attention. Un grand merci à M. Lotfi-Vieb, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir rehaussé par votre présence ce forum. Alors, Monsieur le ministre a émis le souhait donc, de quitter pour vaquer à ses occupations gouvernementales notamment. Donc on va le saluer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je rappelle, dans le même sens que Monsieur le ministre, que durant le dernier remaniement, nous avons assisté à la création d'un secrétariat d'État au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle chargé des sociétés communautaires qui, pour nos invités, il s'agit d'une déclinaison donc, de l'économie sociale et solidaire, et sûrement une question sur laquelle on va revenir durant cet événement. Alors à présent, sous vos applaudissements également, j'invite Madame Imen Belmarati, présidente du WAPES. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, Monsieur le ministre nous a quittés. Madame la directrice générale de l'ANETI et vice-présidente de la région MOPA, Madame l'attachée de la coopération allemande, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des services d'emploi public, Mesdames et Messieurs, honorables assistances. Je suis très heureuse de vous accueillir aux côtés de nos hôtes à cet événement international d'une importance capitale. Il s'agit de ma première intervention internationale depuis ma nomination la semaine dernière en tant que directrice générale de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences au Maroc. Ça mérite des applaudissements, effectivement, oui. Et par conséquent, en tant que présidente de l'AMCEP. Tout en sachant que j'étais juste en charge, avant ma nomination, des prestations de soutien à l'entrepreneuriat et la très petite entreprise au sein de l'ANAPEC. C'est pour vous dire à quel point cette thématique choisie aujourd'hui pour cet événement m'est très chère. J'espère que cette rencontre offrira un espace d'échange et de convergence de très haut niveau sur un sujet fondamental pour nos économies, le soutien des services publics de l'emploi au développement de l'entrepreneuriat. Cette conférence est avant tout une occasion de se retrouver pour discuter des rôles essentiels que doivent jouer les services publics de l'emploi face à des nouveaux défis alimentés par une pression croissante pour favoriser l'inclusion économique, sociale et professionnelle. En effet, le chômage demeure ce phénomène complexe dont l'explication, les causes et les remèdes font objet de nombreux débats et controverses théoriques et statistiques. Les frontières entre chômage, recherche d'emploi et inactivité ne sont pas toujours faciles à établir, mais dans son sens le plus large, l'emploi avec un grand E définit l'exercice d'une profession dans le cadre d'une activité rémunérée par un salaire, donc emploi salarié privé ou public, ou par des honoraires, entrepreneuriat ou indépendant, sauf que pendant longtemps, les politiques, les stratégies et les programmes actifs de l'emploi s'orientaient principalement vers le soutien de l'insertion par le salariat. Il se trouve que le monde a évolué, que les mutations et tendances sur le marché du travail nous imposent de changer de paradigme et d'explorer d'autres innovations en matière de politique publique active à l'emploi, tout en veillant à considérer les interconnexions avec la notion du travail qui qualifie la nature et la qualité des activités. Je pense aux nuances telles que le travail rémunéré, le travail non rémunéré, le travail formel, le travail non formel ou encore le travail décent. D'abord, l'impact post-Covid a renvoyé vers des nouveaux modes de travail, vers l'émergence de nouvelles compétences et secteurs employeurs ou auto-employeurs à potentiel. Ensuite, la globalisation et l'accélération du progrès technologique, mais la résilience du marché du travail à l'épreuve. Les économies avancées et certaines économies émergentes portent aujourd'hui des inquiétudes concernant la pénurie de main-d'œuvre et certaines compétences.
et les pays en voie de développement ou à faible revenu portent des perspectives qui restent sombres face aux crises multiples qui nuisent à la justice sociale. Enfin, les modèles de croissance économique sont de plus en plus intensifs en capital et faiblement générateurs d'emplois. Tout ceci impose aux services d'emploi public en tant qu'organes d'exécution des politiques de l'emploi de challenger leur modèle d'intervention et d'identifier de nouveaux leviers pour améliorer l'employabilité et absorber des millions de jeunes en âge de travailler pour contribuer à tempérer ce phénomène structurel. L'entrepreneuriat prend donc toute sa place comme une voie d'employabilité, de choix, d'opportunité ou souvent de nécessité, surtout au regard de l'évolution des tendances générationnelles qui impliquent aujourd'hui des nouveaux parcours professionnels plus souples, plus agiles et plus indépendants. Pour toutes ces raisons, je salue le choix encore de la thématique qui aborde ces challenges en matière d'insertion par la voie entrepreneuriale pour un développement économique plus inclusif et plus durable. Dans ma fonction de directrice générale du service public de l'emploi marocain, je souhaite partager avec vous l'expérience marocaine sur la thématique. Le modèle marocain a amorcé la considération de l'entrepreneuriat comme voie de création d'emplois et de pérennisation et de développement des TPE sous les orientations royales, les recommandations du nouveau modèle de développement, ainsi que la feuille de route gouvernementale. Nous sommes tous alignés sur le rôle de l'entrepreneuriat dans la promotion de l'emploi. Notre ministère de tutelle est l'illustration, avec un nouveau nom, une nouvelle architecture, ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. Un portage institutionnel du sujet, avec comme organe d'exécution l'ANAPEC, qui s'est réorganisé et structuré en juillet 2022 pour porter désormais 4 grands métiers. Le premier métier, c'est l'entrepreneuriat, le deuxième, c'est l'intermédiation, le troisième, c'est l'employabilité, et le quatrième, c'est la mobilité internationale. Chaque métier étant soutenu par des directions centrales, par un réseau d'agences, par des conseillers spécialisés. Pour l'entrepreneuriat, c'est le programme Ana Moukawil, où je suis entrepreneur, qui cible l'accompagnement d'ici 2026 de 100 000 porteurs de projets, auto-entrepreneurs, très petites entreprises et unités économiques informelles, tout cela sous la nouvelle politique nationale de l'emploi et l'entrepreneuriat à horizon 2035. Je suis d'ailleurs heureuse de constater la diversité des participants présents aujourd'hui, s'agissant de représentants de différentes nationalités d'abord et de divers secteurs, incluant les ONG, les fédérations, les fondations et le secteur privé. Cette diversité témoigne en effet de l'importance que nous accordons à cette réflexion de fond. Cet espace de partage ouvert aux idées nouvelles, aux opportunités de partenariat innovants et aux approches collaboratives permettra, je suis convaincue, d'identifier de nouveaux leviers et de nouvelles recommandations. Pour finir, je souhaite saluer l'engagement des équipes de l'ANETI, en la personne de Madame la directrice générale, de la World Association of Public Employment Services, que je suis honorée de présider, et de nos partenaires présents. Nous avons ici un programme d'une densité et d'une richesse qui reflète le dynamisme des acteurs de l'entrepreneuriat en Tunisie, projetant ainsi l'image d'un continent ouvert sur le reste du monde et prêt à relever de nombreux défis, Inch'Allah. Je vous souhaite à tous une excellente participation et d'excellents échanges fructueux. Merci beaucoup. Un grand merci à Madame Imen Belmarti, directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi et des compétences du Maroc et surtout présidente du WAPES. Merci d'être avec nous. À présent, j'invite Madame Jacqueline Grotte, attachée de la coopération allemande à l'ambassade d'Allemagne en Tunisie, toujours sous vos applaudissements. Merci. Aslema, bonjour à tous. Madame la présidente du WAPES, tout d'abord aussi mes sincères félicitations pour votre nomination récente à la tête de l'ANAPEC. Madame la directrice générale de l'ANETI et vice-présidente de WAPES, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse aujourd'hui au début de cette conférence internationale sur les services publics à l'emploi. Cette année sur le thème SPE et entrepreneuriat, challenge pour un développement économique durable.
Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui, parmi tous ces experts internationaux tunisiens réunis dans un esprit de collaboration, d'échange de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques qui jouent tous un rôle important dans le développement des politiques et des programmes relatifs aux services publics à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Effectivement, cet échange international vient au point nommé, car la question du travail et de l'emploi est au cœur des discussions sur le développement économique et social de nos pays. Et c'est justement la dimension internationale de cette question qui devient plus importante, due aux évolutions des marchés d'emploi qui deviennent de plus en plus internationales, voire transnationales. C'est dans cette perspective que nous nous réunissons aujourd'hui pour explorer les défis, mais surtout les opportunités inhérentes à la symbiose entre les SPE et l'entrepreneuriat. De notre point de vue, les SPE jouent un rôle clé dans cette dynamique en offrant un soutien essentiel aux individus à toutes les étapes de leur parcours professionnel, depuis l'orientation initiale jusqu'à la formation continue et la réintégration professionnelle. En parallèle, l'entrepreneuriat est le moteur de l'innovation, de la croissance économique et de la création de l'emploi. Toutefois, son potentiel ne peut être pleinement réalisé que si les services publics à l'emploi sont efficacement mis en place pour soutenir les entrepreneurs et les acteurs de l'écosystème d'appui. Et c'est pourquoi cette conférence revêt une importance particulière. Elle offre une occasion pour partager des bonnes pratiques, des expériences, des leçons apprises dans le domaine des services publics à l'emploi et de l'entrepreneuriat. Ensemble, nous souhaitons identifier des stratégies efficaces pour surmonter les obstacles et pour maximiser l'impact de nos initiatives de façon durable. En tant que coopération allemande, nous nous engageons aux côtés de nos partenaires, aussi bien tunisiens et internationaux, pour soutenir un développement économique inclusif et durable. Et je suis convaincue que les échanges au cours de cette conférence vont aboutir à des recommandations concrètes et à des actions concertées pour renforcer nos services publics à l'emploi et stimuler l'entrepreneuriat, créant ainsi des opportunités pour tous. Enfin, moi aussi, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'Association internationale des services publics à l'emploi. Votre dévouement, votre engagement à faciliter la collaboration entre les acteurs nationaux et internationaux est vraiment remarquable. Et je voudrais aussi particulièrement remercier l'ANETI qui nous a accueillis ici en rassemblant les partenaires internationaux. En conclusion, un grand merci aussi à tous les participants et tous les partenaires pour leur engagement et leur présence aujourd'hui. Je vous souhaite à tous des débats fructueux, intéressants et une conférence très enrichissante. Merci beaucoup. Un grand merci à Madame Jacqueline Groth, attachée de la coopération allemande à l'ambassade d'Allemagne en Tunisie. Et à présent, toujours sous vos applaudissements s'il vous plaît, Madame Ferihan Korbi Boussofara, directrice générale de l'ANETI et vice-présidente WAPES région MOPA, pour vous souhaiter la bienvenue et prononcer son allocution d'ouverture. Bonjour, marahba, bienvenue en Tunisie. Pour nos invités, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Madame la présidente de l'Association mondiale des services publics d'emploi, une chère amie, Madame l'attachée de la coopération allemande à l'ambassade d'Allemagne en Tunisie, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et représentants des services publics d'emploi, chers partenaires, chers invités, qu'il me soit d'abord permis, en tant que directrice générale de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant et vice-présidente de l'Association mondiale des services d'emploi public pour la région MOPA pour la période 2022-2025, de souhaiter la bienvenue à vous tous. Honorables partenaires,
et chers participants, et de vous remercier pour votre présence à cet événement que nous sommes honorés d'organiser en coopération avec l'OEPS et l'appui de nos partenaires que je salue profondément pour l'implication et l'engagement dans la conduite de nos projets de partenariat qui traduisent de larges perspectives d'un partenariat stratégique, constructif et créatif. Considérant le rôle important de WEPS pour favoriser et encourager les échanges entre les pays membres et parvenir à des solutions importantes et surtout impactantes concernant la problématique de l'emploi et dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la région MOPA, se tient aujourd'hui notre conférence sous le thème SPE et entrepreneuriat, challenge pour un développement économique, inclusif et durable. C'est une thématique qui revêt une importance majeure pour l'économie de nos pays et pour nos jeunes, dans un contexte mondial caractérisé par des enjeux économiques, sociaux et environnementaux importants. L'entrepreneuriat est considéré par tous comme un levier d'action et un des facteurs capitaux pour le développement économique et contribue à la création d'emplois, à l'indépendance économique et à la mobilité sociale. De ce fait, il est primordial de promouvoir l'esprit entrepreneurial auprès des jeunes pour qu'ils soient de futurs innovateurs, entrepreneurs. Pour favoriser l'entrepreneuriat, des politiques de soutien et un environnement favorable sont des conditions sine qua non. Détecter, encourager et accompagner un entrepreneur à développer et transformer une idée en création d'une activité sont des priorités politiques et mobilisent de nombreux acteurs dans les services publics d'emploi qui visent à la fois à atténuer les tensions sur les marchés du travail, fournir des services et des programmes adaptés et identifier l'ensemble des leviers susceptibles de créer des emplois. En effet, pour une majorité des politiques publiques d'emploi, le développement de l'entrepreneuriat est reconnu comme un outil puissant pour agir sur des réalités multidimensionnelles du marché du travail et permet aux milliers de jeunes chercheurs d'emploi qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi d'ouvrir des possibilités et des perspectives nouvelles d'intégration, permettant ainsi de créer des emplois et réduire le nombre des chômeurs. Le développement de l'entrepreneuriat contribue également à la réduction du poids du secteur informel, en accompagnant l'initiative individuelle et en encourageant la dimension sociale de l'entrepreneuriat par le développement de l'économie sociale et solidaire. La Tunisie, comme d'autres pays, est confrontée à des enjeux socio-économiques et institutionnels. Le marché du travail se caractérise par un déséquilibre structurel, se traduisant par un taux de chômage élevé, notamment chez les diplômés de l'enseignement supérieur et chez les femmes, et aussi par le développement de l'emploi informel. Face à ces nombreux défis qui entravent le potentiel de développement du pays, la problématique de l'emploi et de la croissance économique demeure une priorité et un enjeu de taille pour le gouvernement tunisien. Et pour faire face aux problèmes persistants du chômage et fournir une alternative à l'emploi salarié, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle avait développé la stratégie nationale de l'entrepreneuriat en Tunisie, dont l'objectif global est de mettre en place un plan de déploiement pour encourager l'initiative privée et promouvoir l'entrepreneuriat et la création de micro-entreprises. Un large éventail de programmes a été déployé s'adressant aux jeunes afin de développer les compétences nécessaires et les aider à créer leurs propres entreprises. L'ANETI, de son côté, est face au changement continu du marché du travail et la transformation accrue des besoins de la population cible, s'est engagée à multiplier les réformes, les programmes, les mécanismes et les initiatives avec pour objectif l'identification des moyens innovants permettant de répondre à ces exigences et de desserrer la pression exercée sur le marché de l'emploi. En effet, dans le cadre de son plan stratégique de développement,
Vision Aneti 2030, et en tant qu'acteur principal de l'écosystème entrepreneurial en Tunisie, l'Aneti avait accordé une importance particulière à l'entrepreneuriat en mettant en œuvre une vision qui a pour objectif de promouvoir et consolider la culture entrepreneuriale, d'adapter l'offre de services en matière entrepreneuriale avec les besoins des entrepreneurs, de renforcer les compétences entrepreneuriales de l'ANETI et de moderniser les structures d'accompagnement en mettant en place des espaces entreprendre modèles. Dans une idée intégrée de développer le contenu, les ressources humaines et l'intégration de ces espaces dans le système de soutien aux entrepreneurs en Tunisie. Distingués invités, en organisant cet espace d'échange et de dialogue, nous croyons fermement que vos interventions permettront de témoigner et de valoriser vos expériences, ainsi que de débattre et d'argumenter autour de différents points de vue, d'échanger les bonnes pratiques et de s'inspirer des expériences des uns et des autres dans le domaine de la promotion de l'entrepreneuriat. Cette initiative reflète notre engagement à rester à la pointe de l'innovation et à soutenir activement le développement entrepreneurial au sein de nos communautés. En exprimant tous mes vœux de réussite à cet événement, je vous invite à réfléchir ensemble et parler entrepreneuriat. Merci. Et particulièrement, je tiens à remercier la présence de 2 anciens DG de l'ANETI qui ont contribué fortement à ce que l'ANETI se développe et qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Merci. Merci. Un grand merci à Mme Ferihan Korbi Boussofara, directrice générale de l'ANETI et vice-présidente WAPES région MOPA. Merci Madame. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet avec un panel introductif qui s'intitule « Service public d'emploi, entrepreneuriat et développement économique ». Et nous avons retenu une belle brochette de panélistes. Alors, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, j'invite en tant que keynote speaker, c'est Habib Karaouli, président directeur général de Cap Banque. C'est Habib est également président du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. C'est une personnalité nationale très engagée en matière d'entrepreneuriat. Vous allez écouter par la suite donc ses propos à ce titre-là. J'invite également Madame Leïla Belkhiria Jebr, sous vos applaudissements aussi, merci. Madame Leïla est présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. À l'UTICA, c'est le premier patronat en Tunisie. Elle a une qualité très importante aussi au sein du CAMFOAB, la région Comessa. Elle représente le chapitre tunisien donc des femmes entrepreneurs de l'intégration économique Comessa. J'invite également M. Monji Bedoui, expert international en emploi, ancien directeur général de l'ANETI. Voilà, il est là parmi nous. Et j'invite aussi Si Abdelaziz Derrouth, vice-président d'Enactus. Voilà, il est là, c'est Abdelaziz. Un grand entrepreneur, hein. Ça fait 30 ans qu'il est dans l'entrepreneuriat et vous allez entendre parler d'Enactus. Après, c'est Abdelaziz, je vais rejoindre tout ce beau monde pour amorcer une belle discussion ensemble. Alors, c'est l'Habib, le temps de 15 minutes, vous allez nous brosser les tendances mondiales de l'entrepreneuriat, savoir où est-ce que nous sommes actuellement par rapport à des défis que rencontrent toutes les économies, l'inclusion bien évidemment, mais aujourd'hui d'autres secteurs sont très sollicités, les énergies renouvelables, les investissements impact finalement. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage et surtout, comment est-ce que l'entrepreneuriat pourrait effectivement donc contribuer à l'essor de ces secteurs? À vous la parole. Oui, je vous prie. Merci, cher Anis. Je voudrais d'abord vous dire l'honneur et le bonheur d'être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais vraiment vous remercier de cette invitation-là. Je suis en territoire ami et en famille, en fait, puisque je suis parmi celles et ceux avec qui j'ai passé une des plus intéressantes et des plus enrichissantes expériences professionnelles.
où j'ai eu l'opportunité de connaître des gens d'une grande valeur. Et j'ai rarement vu, très sincèrement, un tel niveau d'engagement en faveur des autres. Vraiment, bravo pour ce que vous faites au quotidien et pour ce que vous faites pour trouver des solutions à toutes celles et ceux qui viennent dans les bureaux de l'emploi pour essayer de trouver des solutions. Juste pour dire finalement que quelques propos liminaires, si vous voulez. Il est de plus en plus difficile actuellement de faire des prévisions. On est dans un monde d'incertitude, d'instabilité, où il devient de plus en plus délicat de faire des prédictions. Et quand on en fait, 9 fois sur 10, on se trompe. J'ai coutume de dire que les crises, c'est comme les virus. Ils ont ceci de commun avec les virus, c'est que ça mute. Aucune crise dans le monde que nous avons connue ne ressemble à une autre. C'est pour ça que dès qu'on améliore notre intelligence sur une question, l'apparition de nouvelles crises nous démontre que cette intelligence n'est pas suffisante, surtout pour anticiper la prochaine crise. Le monde vit de tels chocs, comme on en a vu avec la Covid et la crise en Ukraine, etc., que les uns et les autres, et surtout les prévisionnistes, ont du mal à imaginer le monde de demain. Et c'est en relation, bien entendu, avec l'entrepreneuriat et avec le monde de l'entreprise. Je crois que ça, c'est un élément dont il faut tenir compte. Toute cette incertitude, bien entendu, conduit à ce qu'on ait, et c'est tout à fait normal, ça enrichit le débat, des prévisions et des évolutions complètement différentes. Et ça interpelle surtout les services publics. Les SPE sont au front concernant toutes ces mutations. Comme vous le savez tous, la vitesse d'obsolescence des générations technologiques est devenue tellement rapide. Il y a des générations technologiques et des générations du système d'information qui durent à peine 3 mois. C'est dire l'effort de veille et d'anticipation et de mise à niveau constante que les uns et les autres doivent avoir pour ne pas être dépassés, pour ne pas être obsolètes. Il en est de même du contenu des formations que doivent dispenser nos établissements de formation et nos établissements supérieurs. Ça, c'est un élément dont il faut tenir compte. Les métiers changent, les métiers se transforment, les métiers font appel à de nouveaux outils que les décideurs, que les policy makers doivent avoir en tête constamment pour ne pas être complètement dépassés et pour ne pas subir un surcoût d'adaptation de cette formation à l'issue des diplômes ou des qualifications qui sont requises. Mais avant peut-être d'aborder, si vous le permettez, la question de un peu les nouvelles tendances qui ont été dessinées par les intervenants qui m'ont précédé, je voudrais juste dire, parce que c'est important, l'entrepreneuriat, il faut quand même veiller à définir cela. Je vais commencer par ce que l'entrepreneuriat n'est pas. L'entrepreneuriat n'est pas un pis-aller. On n'entreprend pas par défaut, parce qu'on n'a pas pu faire autre chose. L'entrepreneuriat, c'est un choix, c'est une volonté, parce que c'est un parcours de combattant, parce qu'il faut de la ténacité, de la pugnacité pour pouvoir croire en ce projet. L'entrepreneuriat, on ne la délègue pas, on ne la souffle pas. Le projet doit être porté par celle ou celui qui va entreprendre, parce qu'il doit être ou elle doit être. Pourquoi j'utilise à chaque fois il ou elle? Parce que nous avons la chance en Tunisie d'avoir un potentiel créatif féminin extrêmement important et qui se diversifie justement de plus en plus et qui sort des activités qui sont le prolongement des activités à domicile pour d'autres secteurs. J'ai la chance, depuis maintenant 9 ans, de présider le jury de la femme entrepreneur de l'année et c'est à chaque fois un bonheur que de voir ces femmes de toutes les régions de Tunisie, de toutes catégories et de tout niveau scolaire et universitaire, entreprendre, croire qu'elles ont cette capacité à pouvoir pénétrer des marchés et pénétrer des spécialités qui
étaient réputés inaccessibles pour les femmes. Et ça, c'est un élément sur lequel, et c'est une tendance lourde, il y a de plus en plus de femmes maintenant dans l'entrepreneuriat. Je le constate, j'ai été la semaine dernière à Abidjan dans le cadre d'un séminaire sur ces sujets-là, et on a pu constater quoi? Et là, c'est un élément qui nous fait un peu, qui rejoint ce que je vais dire tout de suite. 90%, mesdames et messieurs, des start-up en Afrique se situent dans 5 pays. Ces 5 pays sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, le Ghana et l'Égypte. 90%. Ces pays ont un point commun. Ils sont régis par la common law. Ils sont d'inspiration anglo-saxonne, où la démarche est confiance a priori, contrôle a posteriori. Contrairement aux sociétés civilistes de droit civil comme la nôtre d'inspiration française, où on contrôle tout à l'entrée, où l'administration, où les lois et les règlements sont faits pour inhiber, pour justement bloquer, pour réduire cette capacité d'entreprendre. Et ça, c'est un sujet qui mérite d'être étudié, en tout cas par nos décideurs, pour essayer de déverrouiller, de dénouer, de déconcentrer, de décongestionner toute la réglementation qu'il y a en matière de création d'entreprises, en matière d'initiatives de manière générale, qui ne sont pas là pour favoriser et pour donner le maximum de chances, notamment aux jeunes, pour entreprendre leurs projets. Je crois que c'est un élément qu'il faut méditer, puisqu'il faut s'inspirer de bonnes expériences qu'il y a dans le reste des pays et se dire, à chaque fois que l'on analyse une situation, quels sont les invariants méthodologiques de succès? Est-ce qu'il y a des variables à marge nulle qui nous empêchent de réussir ou qui font que l'on réussisse dans telle géographie et pas dans telle autre? Et l'élément légal et réglementaire est un élément qui est clé dans cette détermination-là et dans cette démarche-là. L'autre élément qui me semble extrêmement important en matière de création d'entreprise, on va prendre le cas tunisien parce que je crois que nos amis qui viennent de dehors de la Tunisie ont tout avantage à étudier ce cas. Depuis 2019, nous avons en Tunisie, parce que le sujet de l'initiative et de la création est un sujet extrêmement important, une loi qui s'appelle la Startup Act, qui permet à des jeunes et de moins jeunes, dans des projets justement innovants, dans des projets qui ont quelque chose d'original ou qui font évoluer les choses en matière de digitalisation, en matière de transition climatique, en matière de robotique, de biodiversité, etc., qui leur permet d'avoir un label et une espèce de fast track, une espèce de voie rapide pour pouvoir entreprendre. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus, l'objectif a été atteint, et nous avons plus de 500 entreprises qui ont labellisé. 900. Non, le label... 900, c'est l'arbitre. Comment? 900. On est? 900. Ah bon? On est à 900. Ah d'accord, ben, c'est très bien. Bon, ben, donc je dois rafraîchir mes statistiques. Maintenant, la question est, et elle se pose fondamentalement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de common law et de civil law, etc. Pourquoi la question, pourquoi est-ce qu'on ne généraliserait pas ce dispositif à tout acte de création d'entreprise? Pourquoi le limiter seulement à ce type de profil? Deuxième élément, il faut évaluer très vite ce système pour essayer de voir ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, parce que vous le savez, en matière de démographie des entreprises, on a un taux de décès qui est extrêmement élevé. Dans le monde, le taux que j'appellerais de mortalité des entreprises, c'est-à-dire la mortalité d'une entreprise pendant les 3 premières années de son existence, il est de 20%, dans les pays, pas dans le monde, dans les pays de l'OCDE, pardon. En Tunisie, il est de 60%. Je ne sais pas pour les cas spécifiques qui sont dans la salle, mais ça mériterait de faire des comparaisons. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a un souci de pérennisation de la société, de la compagnie.
Cela veut dire, et c'est un élément déterminant que toutes les études confirment, il y a un problème d'accompagnement de ces entreprises. D'où le rôle vital, crucial des SPE, comme accompagnateurs justement de l'initiative. Parce que le problème n'est pas seulement un problème de mise à disposition de ressources, n'est pas seulement un problème d'engagement de ces ressources, c'est aussi un accompagnement en matière d'organisation, de commercialisation, de positionnement, de recrutement et surtout de fourniture d'éléments et de connaissances, de knowledge pour ces entreprises de manière à leur permettre de s'ajuster, de s'adapter très vite aux crises qui sont continuelles. Donc, le rôle de l'accompagnement, et je sais que les services de l'ANETI le font de manière extrêmement professionnelle parce qu'il faut un suivi de toutes les personnes qui viennent à leur service. Il faut renforcer ce rôle de suivi, d'accompagnement dans le sens positif, bien entendu, du terme. Et encore une fois, les études démontrent que l'élément et l'accompagnement vient quasiment comme deuxième élément d'appréciation par les promoteurs de projets, quelle que soit leur taille. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. L'initiative demain, qui va être traduite dans l'entreprise de demain, il faut être très clair là-dessus, il en est de l'économie comme de l'entreprise. L'entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, quelle que soit la taille, devra être au risque de disparaître parce que les contraintes deviennent de plus en plus importantes, socialement, sociétalement et socialement responsable. Ça, c'est quelque chose de capital. Et je dirais après quelle est l'importance de ces éléments-là. Devrait intégrer l'aspect environnement, respectueux de l'environnement, et surtout en matière de gouvernance. Parce que demain, et ça va être le cas pour les SPE, vous allez intégrer comme critère d'appréciation de vos interventions en faveur des entrepreneurs ces éléments-là. Parce que les projets ou les entreprises qui ne vont pas respecter ces données-là, c'est-à-dire qui ne vont pas respecter cette responsabilité sociétale et sociale, qui vont avoir des projets qui ne vont pas respecter la neutralité carbone et qui ne sont pas respectueux de l'environnement et qui n'offrent pas les éléments décisifs pour la bonne gouvernance. Et quand je dis gouvernance, c'est gouvernance dans toutes ses dimensions. Gouvernance, c'est-à-dire en intégrant toutes les données, y compris l'inclusion. L'inclusion, bien entendu, de manière générale, mais l'inclusion de catégories spécifiques que les policy makers veulent favoriser, par exemple l'intégration de la femme dans les organes de décision, etc. Des pays ont choisi des quotas, d'autres plutôt des incitations fiscales ou financières ou autres pour favoriser cet élément-là. Mais ce seront des éléments déterminants dans le fait d'accorder ou de ne pas accorder des avantages pour les entreprises qui respecteraient peu ou prou ces dispositions-là. Donc, il y a un véritable challenge pour les services publics de l'emploi que d'intégrer toutes ces données-là pour pouvoir être dans son temps, parce que, comme on le sait, à la fois nos économies que nos secteurs les plus exposés, c'est-à-dire ceux qui exportent, vont être soumis à un certain nombre de réglementations internationales, et notamment européennes, avec lesquelles nous commerçons pour quasiment 80% de nos échanges, notamment sur la mise en place de la taxe carbone, etc. Et il faut anticiper tout cela et faire en sorte que les initiatives nouvelles tiennent compte de ça. Parce que, au final, et je vais finir avec ça, les tendances lourdes que nous constatons justement en cette matière, c'est tout ce qui touche aux énergies renouvelables. Nous avons été, Anis et moi, dans une espèce d'atelier de réflexion sur les tendances de l'investissement direct étranger, où il y a une étude qui a démontré cela, qui a démontré que les premiers secteurs qui deviennent maintenant, qui intéressent les investisseurs, quelle que soit leur taille, c'est les énergies renouvelables, les énergies propres de manière générale, c'est les services financiers, et ça c'est une nouvelle donnée, les services à la personne, mesdames et messieurs. En Europe,
d'une population de plus en plus vieille, de plus en plus avec une population de seniors de plus en plus importante, et donc ça favorise l'éclosion d'une activité nouvelle qui sont les services à la personne et qui sont faits de manière tout à fait... Le quatrième élément qui vient, c'est celui, bien entendu qu'il faut réglementer, c'est celui de ce qu'on appelle l'économie de plateforme, c'est-à-dire toute cette économie nouvelle sur les moyens de transport, les livraisons à domicile, les services à distance, etc., qu'il faut bien entendu réguler, parce que je parlais tout à l'heure d'entreprises socialement responsables et d'entreprises où les éléments de gouvernance doivent être respectés de manière, j'allais dire, drastique, c'est celui de l'emploi decent work, comment? Décent, merci. Donc de l'emploi décent, c'est-à-dire un emploi, fût-il précaire, qui respecte justement la réglementation en vigueur et qui donne tous les droits. Donc c'est vous dire, mesdames et messieurs, que le sujet est bien entendu vaste. Je n'ai jamais eu la prétention de l'épuiser à travers cette intervention, mais on pourra en discuter et essayer d'ajuster des politiques qui soient les plus conformes à chaque cas que nous étudions. Merci de votre attention. Merci Seydi Habib. Merci beaucoup d'avoir cadré le débat. Merci infiniment. Vous êtes aujourd'hui notre keynote speaker, d'où donc cette volonté d'essayer de planter un peu le décor. Alors, je voudrais solliciter Madame Laïla Belkhiri Ajebr. Prenez le micro, s'il vous plaît. Vous êtes la présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d'entrepreneurs. Et vous êtes également, vous avez une fonction importante au niveau donc, du CampWab, cette intégration africaine de l'Afrique australe qui comporte plusieurs dizaines de pays. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluez le climat de l'entrepreneuriat en Tunisie? Et je voudrais évoquer avec vous la question également de l'entrepreneuriat africain par rapport aux nouvelles tendances qui vont avoir lieu et sur lesquelles donc Seydi Habib est revenu tout à l'heure. Merci Anis. Tout d'abord, je voudrais remercier l'ANETI pour cette opportunité parce que nous, qui représentons le secteur privé féminin, nous aimons et nous apprécions d'être invités par les services publics de l'emploi pour partager notre avis et pour montrer notre positionnement. En fait, en tant que présidente de l'Afrique du Nord, de la Fédération des femmes chefs d'entreprise du Common Market, le COMESA, le marché commun de l'Afrique de l'Est et du Sud, austral et oriental, nous avons justement positionné la femme entrepreneur tout d'abord en Tunisie, c'est-à-dire qu'au niveau de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, nous avons essayé depuis 2014 ou 2015 de mettre en place une stratégie nationale de l'entrepreneuriat féminin. Et avec votre permission, M. Karaouli, je voudrais rajouter par rapport à votre définition succincte de l'entrepreneuriat, un axe sur lequel nous travaillons, c'est justement réveiller au sein de l'école, du lycée et des universités la fibre du leadership et de la création et de l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que, comme vous dites, par rapport à l'entrepreneuriat, il ne faudrait pas que ça soit spontané ou irréfléchi, mais toujours est-il, il faudrait avoir cette fibre de leader qui se constitue dès le bas âge de la femme ou de l'entrepreneur en général. Le deuxième point sur lequel, donc, au niveau de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, nous avons beaucoup travaillé en collaboration avec des universités, avec le ministère de l'Emploi et de la Formation, pour que justement rapprocher nos besoins. C'est-à-dire que nous, entrepreneurs, nous voudrions créer des entreprises, donc nous avons besoin de soft skills et de diplômes universitaires qui donnent le terrain favorable pour la création de l'entreprise. Nous avons aussi besoin de personnel qualifié
Il existe du personnel qualifié en Tunisie, mais qui répond aux besoins de l'entreprise. Et nous avons besoin, surtout, de centres de formation et de formation qui développent les compétences d'une femme entrepreneur. Parce que, comme a dit M. Karaouli, une entreprise qu'on crée doit être durable. Et face à ces changements qui ne s'arrêtent pas au niveau de la transformation digitale, au niveau de l'impact du changement climatique, au niveau de l'innovation, l'entrepreneur ne peut suivre que s'il est aux aguets aux nouvelles formations, que ce soit physique ou virtuelle. Il doit être aux aguets et c'est pour cela que nous avons mis en place l'Académie des femmes entrepreneurs. Parce que cela permet aux chefs d'entreprise non seulement d'acquérir les connaissances pour créer son entreprise, mais aussi pour pouvoir encadrer et pousser son personnel à adapter ces nouvelles compétences. C'est-à-dire, si j'essaie d'interagir avec vous, quelles sont ces compétences qui sont apprises, qui sont données? Alors, nous avons la transformation digitale, le recours à l'intelligence artificielle. Ceci ne peut pas être en rapport avec un chef d'entreprise qui a une moyenne d'âge de 40 ans. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas appris sur les bancs de l'université. C'est-à-dire que la femme entrepreneur doit avoir ces compétences. Donc, avoir recours à une académie des femmes chefs d'entreprise, cela suppose, parce que dans l'Académie des femmes chefs d'entreprise, nous avons une approche qui vous permet d'avoir les compétences, non pas de manière académique et lourde, mais avec des simulations, avec des thèmes d'actualité. Par exemple, maintenant, cette année, nous travaillons beaucoup sur l'impact des changements climatiques, la green economy et la blue economy. Comment peut-on accéder à ce nouveau secteur si nous ne faisons pas partie des générations qui ont appris cela au niveau des bancs de l'université? Et comment peut-on développer notre entreprise de manière à ce qu'elle puisse être durable et pérenne si nous n'avons pas la base des compétences pour encadrer notre personnel? Et puis surtout, identifier de nouveaux marchés qui jusque-là ne sont pas identifiables. Ça aussi, Leïla. Donc, oui, je pense que c'est très important que de rester sur une rente, par exemple, et dire que je suis finalement bien dans mon business. Effectivement, donc pourquoi aller chercher ailleurs, pourquoi prendre des risques? Donc déjà avoir peut-être une vision un peu prospectiviste pour voir qu'est-ce qui vient de nouveau, essayer de flairer également les tendances. Je pense que vous êtes dans cet état d'esprit aussi. Oui, c'est-à-dire que être une entreprise pérenne et durable implique de manière inévitable accéder aux nouveaux marchés. On ne peut se suffire au marché national. Et je profite de cette occasion de donner une information qui est dans le cadre législatif. Notre Parlement, hier, a ratifié un cadre juridique qui permet au marché du COMESA et au COMESA d'avoir la possibilité d'organiser des réunions en Tunisie, des formations en Tunisie et surtout d'être exonérés de TVA. Et ceci est très important parce que ça va rapprocher ces 21 pays qui représentent un grand potentiel par rapport à la Tunisie. Vous savez pertinemment que le COMESA est une institution très importante qui englobe la fédération que je représente, qui représente une 21 associations de femmes entrepreneurs. C'est un marché potentiel énorme. Ils sont demandeurs de capital humain tunisien. À part l'entrepreneuriat, capital humain tunisien, ils sont très demandeurs. Moi, je visite beaucoup ces pays-là et ils ont une image très positive de notre système universitaire. Nous avons un système universitaire de très haut niveau, sauf que nous ne savons pas communiquer sur cela au niveau du COMESA. Toujours, on me pose la question, pourquoi nous n'avons pas de cadre supérieur tunisien? Pourquoi, au sein du COMESA, qui a plusieurs institutions, une banque, un représentant du secteur privé, une fédération des femmes entrepreneurs, une cour carrément, pourquoi nous n'avons pas des compétences tunisiennes alors que nous savons pertinemment que vous en avez? L'axe principal, c'est l'anglais. Comme a dit M. Karaouli, l'anglais, la perception et la vision anglophone est différente et cet axe-là nous permettra, en tant qu'entrepreneurs
Et juste je termine en 1 minute, je sais que je n'ai pas... Je pourrais en parler beaucoup parce que je suis une passionnée. Et vous avez tellement de choses à nous dire, effectivement. Oui. Mais juste pour vous dire que aller dans ces pays demande une préparation, nous le faisons à la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, une préparation de l'entrepreneur, de l'entreprise, des produits et des services, et il y a un grand potentiel à exploiter qui nous permet d'accéder à ces marchés et de rendre nos entreprises pérennes et durables. Merci Laïla, merci beaucoup. Alors, Sine Mounji, vous avez une petite présentation à faire, mais moi je voudrais vous solliciter peut-être avec une question avant de vous donner la parole pour cette présentation. Laïla, Sil Habib aussi ont essayé de dire, le micro s'il vous plaît, oui, le passer, merci, que les confédérations, que les structures d'accompagnement du secteur privé sont là pour essayer de monter en puissance. Donc, pour essayer de découvrir les nouvelles opportunités, pour essayer de scruter de nouveaux marchés, apporter de l'expertise aussi pour dénicher ces marchés-là. Alors, vous qui avez été à la tête de l'ANETI, comment est-ce que les services d'accompagnement devraient monter eux aussi en compétences afin d'accompagner l'entrepreneuriat dans les nouvelles tendances, sachant que ces services-là ont la garantie de l'État, représentent l'État et souvent sont donc des émanations de l'État, donc ce sont les locomotives finalement. Oui, merci beaucoup. Je vais premièrement remercier Mme Ferihan pour cette occasion. Donc, en tant que PDG fondateur de l'Agence tunisienne de l'emploi, de l'ANETI, qui était depuis 1992, et aussi directeur de la micro-entreprise, c'était en 1982, donc en 1983. Donc, pratiquement, c'est des choses qui datent depuis longtemps au niveau de l'entrepreneuriat. Je commence, moi, juste pour dire que, donc, sur la même base, effectivement, de deux intervenants, qu'on est devant des défis. Mais je parle à dire que l'entrepreneuriat n'est pas un produit de l'université. Donc, n'est pas un produit de l'université parce que nous avons des pays et nous avons importé des modèles où l'entrepreneuriat est le produit de l'université. Or, je ne pense pas que par l'importation de modèles... C'est-à-dire, si vous nous expliquez davantage, qu'est-ce qu'un produit de l'université? Je vais terminer. Ce n'est pas par l'importation de modèles... Non, mais vous me répondez, j'ai besoin de savoir aussi. Je vais répondre Merci. à ça. Je vais répondre à ça. J'ai pris toutes les questions, je vais répondre. Juste, j'avance un peu. Donc, lorsque je parle de l'importation de modèles, c'est-à-dire que nous avons des pays, nous avons des réalités, nous avons une population, et on devrait avoir des outils donc, de développement qui ciblent nos populations. Et à partir de là, je dis que l'entrepreneuriat est un produit de toute la population. C'est-à-dire, on peut être entrepreneur, là je vous réponds, là où on peut être juste, donc on est un entrepreneur à la base, qui n'a pas entré du tout à l'école, et il est entrepreneur, et ce qu'on appelle l'entrepreneuriat à la base, et on peut être aussi un grand sortant de l'université, on peut être entrepreneur. Donc l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est dans la population, dans la culture entrepreneuriale. Donc vous êtes en train de dire que c'est inné en fait. Et c'est la culture entrepreneuriale, c'est-à-dire la culture de la société qui devrait être une culture entrepreneuriale. Et à partir de là, nous avons par exemple, pour vous dire, nous avons géré un grand programme de grassroots management training de formation en gestion à la base. Le micro s'il vous plaît, le micro. En 1998-2005, c'était un programme de l'Institut de la Banque mondiale et qui a été vers toute la région, c'est-à-dire la région d'Afrique et la région MENA. Et il y a eu pratiquement donc, appui à presque, je dis bien presque, 3000 entrepreneurs, mais des entrepreneurs à la base, c'est-à-dire des gens qui ont développé des idées de projets, qui ont développé des projets et qui ont reçu aussi des formations, non pas les formations classiques par l'écriture, mais formations avec des méthodes donc pédagogiques très modernes et très avancées qui ont reçu effectivement donc, une formation en compétences entrepreneuriales et qui ont même développé, nos amis du Maroc, ils connaissent très bien le premier projet de l'Argan avec l'association de Aït Akdel. Ils connaissent aussi avec tout ce qui a été fait dans le monde entier, avec Ali, avec tout le monde. Bon, et nous connaissons très bien aussi les Sejnen et les poteries de Sejnen, et où elle était, avec le premier prix du roi de Suède. Et tout ça, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des sortants des universités,
mais ce sont des entrepreneurs à la base. Et là, nous avons une grande population d'entrepreneurs à la base où, effectivement, il faut aller les chercher. Et d'ailleurs, d'un autre côté aussi, juste pour abonder avec vous, Karim Bguir, le fondateur d'Instadip, qui pèse 400 millions de dollars et qui est une licorne, sort d'une université. Oui, exact. Il y a aussi ça. 400 millions de dollars. Oui, bien sûr. Oui. Donc, de toute façon, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que l'université, dans les universités, nous avons un grand potentiel entrepreneurial, mais nous avons aussi dans les populations, et parmi les défis des services de l'emploi, c'est qu'ils sont en contact avec ces deux genres des gens. Ils sont en contact avec les universitaires, mais ils sont en contact aussi avec des gens à la base. Comment peut-on s'orienter avec ces deux populations? Et là, je commence avec mes défis. Je dis toujours, et j'ai mis comme premier défi au niveau du Est-ce que vous pouvez mettre la présentation de Silmanji, s'il vous plaît? Voilà, oui. Oui, d'accord. Donc, mon premier défi, effectivement, c'est ce défi démographique. Donc, c'est-à-dire ce défi démographique, c'est le défi des différences de population. Et moi, je l'ai fait en carrément de même couleur. Vous allez trouver le même couleur en gris. Donc, il faut mettre un peu de programmes spécifiques. Et c'est à partir de là, avec les défis des populations qui sont très différentes, il faut aller vers des programmes spécifiques qui ciblent les populations suivant donc leurs caractéristiques. C'est ce qu'on vous appelez au niveau des agences de l'emploi le traitement spécifique. Et je pense là, c'est quelque chose de très important à ce niveau-là. Donc, pour aller chercher, pour faire face aux différentes populations qui sont carrément des usagers des services de l'emploi. Et là, je parle aussi d'une certaine reconduction. Au lieu d'aller vers les usagers en tant qu'administration avec une vision bureaucratique, on peut aller vers les populations, vers les usagers avec une vision de service. Nous sommes au service des populations qui sont des populations spécifiques. Et là, je reviens à l'ANETI et avec son programme Servir, c'est-à-dire servir les populations d'une manière spécifique. Et c'est comme ça qu'on a développé le programme Servir, c'est servir les demandeurs d'emploi universitaires, servir les demandeurs d'emploi à la base, servir les gens qui sont des entrepreneurs, servir les chômeurs longue durée, c'est un traitement spécifique. Deuxième donc, défi, j'ai dit qu'il y a un grand défi sur le monde entier actuellement, c'est le défi du métier. C'est-à-dire le défi du métier, il y a un vecteur emploi avec des pénuries de métiers partout, et nous vivons déjà une grande pénurie. Et vous savez que dans le pays du tiers-monde, nous avons des gens qui sont là, nous avons une population très nombreuse, mais en même temps, nous avons aussi des défis de besoin de mobilité. Pourquoi? Parce qu'il y a des pénuries terribles dans les pays industrialisés en termes de main-d'œuvre, soit des entrepreneurs, soit des demandeurs d'emploi. Donc, devant ces pénuries, il y a un grand besoin de mobilité. Donc, il y a un besoin, effectivement, donc d'une mobilité, mais au niveau des services de l'emploi, ils ont ce nouveau rôle de gérer la mobilité. Et je pense aussi les programmes de mobilité actuellement dans les différents pays, ils sont gérés actuellement par les services de l'emploi. Et dans les services de l'emploi, c'est un nouveau rôle pour gérer la mobilité. Et comment créer une mobilité gagnant-gagnant, une mobilité win-win. Qu'est-ce qu'il faut sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan de gestion des personnels? Qu'est-ce qu'il faut pour gérer cette mobilité? Et notamment aujourd'hui, qu'elle est gérée d'une manière inégale. Elle est gérée d'une manière inégale et nous avons une grande fuite de compétences et la mobilité, j'ai dit très bien, elle est mal gérée. Comment elle va être bien gérée? Quels sont les rôles des services mobilité d'emploi illégale, c'est-à-dire? Troisième, oui. Qu'est-ce qu'une mobilité illégale? La mobilité illégale, je n'ai pas compris. Je n'ai pas parlé de mobilité illégale, non, je parle d'inégale. Illégal, d'accord, Inégal, excusez-moi, oui. Oui. En termes, donc, troisième défi, donc, et ça, c'est le nouveau rôle sur le plan international au niveau de cette mobilité-là. Nous avons des grands exemples de réussite, soit dans beaucoup de pays, et je sais très bien que, par exemple, il y a une stratégie de mobilité en Tunisie, il y a aussi un plan d'action de mobilité au Maroc, il y a beaucoup de projets, il y a aussi même donc une réflexion en Mauritanie actuellement concernant cette mobilité. Donc, il y a une grande réflexion, comment développer cette mobilité et comment être dans une mobilité win-win. Je reviens au programme de l'Union européenne, mobilité, win-win, gagnant-gagnant. Comment on le fait? Donc là, il faut pratiquement beaucoup de travail. Troisième défi, c'est effectivement le développement de la technologie et de l'intelligence artificielle, que effectivement les start-up et que effectivement donc M. Habib Karaouli et Madame, donc ils ont très bien exposé en termes de défis effectivement de ces start-up, des défis technologiques et des défis effectivement donc du marché au niveau de la technologie.
Donc nous sommes devant pratiquement des grands défis technologiques et à partir de là, nos entreprises sont en train de se reformer donc avec cette révolution d'intelligence artificielle. Et là aussi, au service de l'emploi, la question qui se pose, comment ils peuvent s'adapter avec ces nouvelles technologies donc pour effectivement répondre au niveau de leurs services donc aux chaînes de valeur sur le plan international. Ces chaînes de valeur qui sont gérées carrément, soit à distance, qui sont gérées effectivement donc avec des marchés qu'on ne voit pas, avec des marchés avec des milliers de kilomètres et avec des commandes donc en termes de minutes. Le quatrième donc défi, c'est effectivement la notion de territoire. Nous sommes devant un défi de notion de territoire au niveau de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur ne peut plus se situer dans un territoire. Et là aussi, il y a un défi en termes de conciliation entre les territoires et entre les produits. Quel produit pour quel territoire? Et là, nous sommes devant de nouvelles formes d'entrepreneuriat, de nouvelles formes d'emploi, les emplois à distance, les emplois communautaires. Donc nous sommes devant de nouvelles formes d'emploi, devant ces défis de territoire. Et on ne peut pas développer les territoires qu'avec une grande conciliation entre secteurs et territoires. Parce qu'on a vécu, nous sommes une génération de secteurs. On a travaillé avec les secteurs. Mais maintenant, nous sommes devant un grand défi de territoire. Donc, quel territoire pour les services de l'emploi? Quelle intervention sur le plan du territoire? Est-ce que les services d'emploi continuent à intervenir sur un plan sectoriel en oubliant les territoires? Et là, se pose un grand problème. Comment concilier entre territoire et secteur? Donc là, effectivement, c'est un grand défi sur le plan national comme sur le plan aussi mondial. Le dernier, et j'en finis là, effectivement, c'est au niveau de cette nouvelle culture entrepreneuriale et la nouvelle génération de promoteurs, et donc je vous avais parlé effectivement de cette nouvelle génération de promoteurs, et c'est réellement une génération des universitaires, une génération mondialisée, et là, effectivement, je trouve que effectivement, là, il faut que le développement des territoires ait une dynamique des écosystèmes. Là, M. Karaouli a parlé de l'environnement, et je pense que ce sujet de l'environnement est un axe principal au niveau de notre développement, parce qu'il n'y a pas une conciliation entre secteur et territoire sans développement durable, sans ce volet environnemental. Donc c'est là qu'il y a le défi, et c'est là où on parle de l'environnement. On ne parle pas de l'environnement parce que c'est la mode. On ne parle pas de l'environnement parce qu'on importe des modèles. Moi, je suis toujours contre l'importation de modèles. Je suis pour enraciner le modèle dans la culture locale, mais en même temps parler de l'environnement comme développement durable, parce qu'on est face effectivement à des écosystèmes qu'il faut les garder, qu'il faut les développer. Je pense que c'est là où effectivement on pose ce problème environnemental, et je vous remercie donc au niveau pour effectivement vous dire j'ai 5 défis. Et j'ai 5 lignes d'intervention au niveau de mon intervention. Merci Silmonji pour la pertinence de l'intervention et pour aussi dire effectivement donc, quels sont ces défis que rencontrent donc, les entrepreneurs et que rencontrent les structures d'accompagnement comme l'ANETI et autres. C'est Abdelaziz Dalrouth. Alors, il m'est difficile de vous présenter, tellement vous avez de casquettes. Je dirais. Multicasquette. Mais je vais me focaliser sur votre rôle en tant que vice-président d'Enactus. Voilà, Enactus, aujourd'hui. C'est une fondation américaine, en fait, pour ceux et celles qui ne le savent pas. C'est une fondation américaine qui existe un peu partout dans le monde et qui fait de l'entrepreneuriat universitaire son cheval de bataille. Et chaque année, donc il y a des concours nationaux, un concours qui se fait chaque année, je parle sous votre contrôle, mais il y a également des tournois, un tournoi mondial qui se fait donc un peu partout dans le monde, chaque tournoi dans un pays. Et l'idée, avec 90 clubs existants en Tunisie, c'est l'entrepreneuriat à travers l'université. C'est un peu à contresens de ce qu'a dit tout à l'heure Sil Bedoui, pour dire finalement qu'à l'université, on fait aussi des entrepreneurs. Alors, merci pour cette invitation. Enactus, c'est une organisation tunisienne, même si c'est une organisation américaine. Depuis 2 ans, elle appartient à ses adhérents, c'est-à-dire aux 34 pays qui adhèrent. Et on travaille depuis 12 ans sur l'entrepreneuriat social et solidaire. Mais avant de parler un petit peu de ce genre d'entrepreneuriat à l'université,
Je voudrais revenir à 3 points essentiels. Je remercie avant tout ceux qui m'ont précédé avec cette clarté et cette expérience qu'ils ont par rapport à l'entrepreneuriat. Premièrement, j'aurais aimé voir un état des lieux de l'entrepreneuriat en Tunisie. Des chiffres qui nous donnent depuis 10, 15, 20, 30 ans qu'est-ce qui s'est passé. Moi, personnellement, j'étais fondateur du Centre des jeunes dirigeants il y a plus de 20 ans quand même. Après, il y a eu Global Entrepreneurship Week, après il y a eu une Actus. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas des chiffres pour savoir où on en est et pour évaluer un petit peu tout ce travail. Tous ces gens-là, ce sont des gens engagés et responsables. Pour pouvoir avancer, il faut savoir où on en est, où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est très important cette évaluation. Et là, lorsqu'on parle, des fois, on parle théorie. Et dans la théorie, c'est bien, mais débattre, il vaut mieux avoir des chiffres. Et puis, je veux revenir à la définition de l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, l'entrepreneuriat, c'est tout le monde. Ça peut être, on peut entrepreneur en quelques heures, en quelques jours. Ça peut être un projet. Et ce n'est pas seulement la création d'une entreprise classique, l'entrepreneuriat tous les jours. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose, qui va dans l'action. Ils disent que les gens qui partent, ils prennent un bateau, qui prennent des risques pour leur vie et la vie de leur famille, ben c'est eux l'entrepreneuriat. Ils représentent le vrai entrepreneuriat. C'est ça, l'enjeu, il est là. On doit comprendre que ces jeunes-là, Essayons quand même de cadrer un peu le débat. Oui, non, je vais revenir. Vous êtes en train de dire que le risque fait partie de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas le fait de prendre un bateau. Donc, oui. Non, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Oui. Je parle des jeunes du Sud qui n'ont pas d'espoir. On parle d'entrepreneuriat, etc. Eux, qu'est-ce qu'ils cherchent à travers l'entrepreneuriat? De créer de l'espoir. Tout à l'heure, M. Karaouli, il a parlé d'un truc très important, la confiance, puis le contrôle. Dans nos pays du Sud, c'est le contrôle. Après, on va voir pour la confiance. Ça, c'est essentiel. Comment on peut parler d'entrepreneuriat lorsque je vous contrôle, je vous mets toutes les lois possibles et imaginables, et vous dire, allez, entreprenez, je vais vous faire une agence, etc., et on va vous trouver même une idée d'entreprise. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut revoir notre réflexion par rapport à l'entrepreneuriat. Alors qu'on sait très bien qu'au Sud, des jeunes ont des idées extraordinaires. D'ailleurs, on gère 90 clubs universitaires, du Sud au Nord. Les jeunes ont plein d'idées, mais il faut les accompagner. Le problème de l'accompagnement, Madame Leïla, c'est un gros souci. C'est-à-dire l'accompagnement, on ne peut pas le faire. Nous, à Inactus, on le fait à travers des alumni. Mais l'accompagnement des entrepreneurs doit se faire avec les meilleurs, les anglo-saxons. Les plus faibles sont accompagnés par les meilleurs, ceux qui ont fait le plus d'études. Nous, chez nous, on les accompagne avec des gens qui n'ont jamais fait d'entrepreneuriat. Comment quelqu'un qui n'a jamais fait d'entrepreneuriat peut accompagner quelqu'un qui veut entreprendre? C'est des questions que je pose. Donc, et puis, bien sûr, l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est à la mode. Intelligence artificielle, etc., start-up. Mais la réalité d'une start-up, on parle toujours start-up, etc. La start-up, c'est avant tout une scalability, c'est-à-dire une entreprise, une idée qui n'a même pas un modèle économique qui peut évoluer à toute vitesse. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas de la Tunisie, même de l'Algérie ou du Maroc, on parle d'une start-up comme d'une PME. Pas du tout. On parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, est-ce que vous savez que l'intelligence artificielle, elle est sur 2 ou 3 langues? Français, anglais, chinois. Nous, l'arabe, ça ne connaît pas l'intelligence artificielle. De quoi on parle? Donc, on va travailler de l'intelligence artificielle pour les autres. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et puis, l'intelligence artificielle aussi demande des investissements en hard extraordinaires. Par exemple, un pays comme l'Égypte, elle a mis 200 millions de dollars sur du matériel, sur du matos. Pour un calculateur. Un calculateur géant, oui. Un calculateur géant. Donc, parlant, au lieu de débattre grosso modo, il faut se dire, l'entrepreneuriat, ça se base sur ça, il faut une évaluation, il faut se dire où on est aujourd'hui, on sera demain. À l'université, par exemple, est-ce que vous savez que nos enfants aujourd'hui s'éduquent et se forment sur YouTube,
sur TikTok, sur Instagram, etc. Et nous encore, on parle d'université, de primaire, secondaire. Est-ce que nous, on va évoluer ou on est déjà sur une façon de faire et c'est comme ça? Vous prenez nos enfants, est-ce que vous prenez ou c'est comme ça? C'est comme ça. Non, il faut évoluer. La réalité aujourd'hui, elle a une vitesse grand V. Deuxièmement, lorsqu'on parle par exemple du marché parallèle, un dernier truc, marché parallèle. Est-ce que vous savez que dans nos pays, des jeunes au sud, ils passent la frontière en une journée avec un camion, ils se font 1500 dinars, c'est à peu près 400-500 $. Alors nous, on leur offre, l'État leur offre un travail, je ne sais pas quoi, à 200 $ par mois. Ça n'a pas de sens. Ou on va lui dire, on va vous créer une loi. Mais quelle loi? La réalité, c'est le gars, en 24 heures, il se fait 500 $. Et toi, tu lui dis, voilà, je vais composer. Donc, il faut composer avec la réalité. Merci, Sir Abdelaziz Delrouth, pour ce discours punchy. Hein, on va dire, c'est un peu punchy. Alors, je vais ouvrir le débat avec la salle. J'ai néanmoins quelques recommandations. Je prendrai 2 questions. Des questions ou des remarques claires, nettes, précises et surtout concises. Concises. On ne va pas s'étaler, s'il vous plaît, parce que nous avons déjà débordé sur le temps. Et je prendrai Madame en premier et Monsieur. Voilà, les 2 que je prendrai. Soyez brefs, s'il vous plaît, pour avancer dans nos travaux. Merci. Vous présentez, je vous prie. Je vous remercie. Samira Hached de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle. En fait, il m'a été donné en 89 déjà de travailler dans le cadre de mon DEA. Donc, mon travail, c'était à porter sur le profil de l'entrepreneur tunisien en Tunisie. Et via une enquête qui avait été menée dans le cadre de l'Institut arabe des chefs d'entreprise. Et mes principaux résultats étaient que je voulais préciser que l'échantillon portait sur... Parlez dans le micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre. Merci. Je voulais dire que l'échantillon portait sur 1000 entrepreneurs. Et parmi ces 1000 entrepreneurs, on s'est rendu compte que un pourcentage de 89% étaient des gens qui s'étaient construits par eux-mêmes, qui n'avaient pas nécessairement des diplômes universitaires. Donc, je rejoins Sid Bedoui quand il dit que c'est une culture. Ce n'est pas parler de politique d'entrepreneuriat risque de ne pas nous mener loin. Je pense qu'il vaut mieux parler de politique de développement de la culture d'entreprise qui devrait, comme l'a précisé Madame, se situer déjà dans les jardins d'enfants, dans les écoles, Et il est vrai que beaucoup plus tard, c'est-à-dire en 2019, j'ai été coordinatrice nationale d'un projet qui était la plateforme des emplois verts avec les Nations Unies. Et je me suis rendu compte que 100 jeunes avaient créé leur entreprise. L'ANETI était très présente dans leur encadrement, sauf que le contexte tunisien ne leur a pas permis de mettre en place et de mener à bien leur entreprise. C'est-à-dire le contexte tunisien. Le contexte tunisien, c'est-à-dire que la BTS n'était pas là au rendez-vous. Donc la question du financement, en fait. Non, financement, bien qu'il y avait une ligne qui était dédiée à ce projet, le financement, les autorisations, la STEG, alors ils passaient leur journée à courir. Le climat des affaires, en fait. Le climat des affaires. Et la Covid aidant, ces 96 entreprises vertes, micro-entreprises, je dirais, sont partis. Donc c'est vrai qu'on a beau mettre en place des politiques, des outils, etc., mais l'environnement doit être revu. Je vous remercie. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment. Monsieur qui est derrière, qui est juste derrière Madame, oui. Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour, c'est Béchir de l'Agence nationale de l'emploi de la Mauritanie. Moi, avant de faire mon intervention, j'ai une petite question à poser au modérateur. Qu'est-ce que vous voulez dire par bref? C'est combien de minutes? Bref. En bref. Vous avez dit faire votre intervention en bref. En bref. En bref, c'est combien de minutes? C'est 1 minute, 2 minutes, pas plus. Ok. Donc moi, je voudrais remercier... Et puisque vous venez de Mauritanie, et puisque j'adore la Mauritanie,
qui a une très belle équipe d'ailleurs, donc de football, que je salue. J'ajouterai une 3e minute à vous. Ok, merci. Ça, c'est très gentil de votre part. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les panélistes pour leur intervention qui était un avant-propos très important pour cette conférence et qui nous ont édifiés sur pas mal de questions concernant l'entrepreneuriat. Et moi, je voudrais rebondir sur un point qui est très important, qu'on oublie toujours. C'est un problème qu'on a au niveau des SPE. En fait, le problème a été évoqué par le premier panéliste. Notre problème au niveau des SPE, c'est le problème de trouver des porteurs de projets. C'est le premier problème. Et si on a cette grande différence d'échec entre l'OCDE et la Tunisie, qui est un pays parmi la zone qui est très avancé sur l'entrepreneuriat et qui a 60% de mortalité, un taux de mortalité de 60%, c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver des porteurs de projets. La plupart de nos jeunes, de nos entrepreneurs qui viennent, ce sont des sauteurs sur projet. Et ce n'est pas des porteurs, ce sont des sauteurs sur projet, et ils vous le disent franchement. Ils vous disent, moi, je n'ai pas trouvé une opportunité d'emploi, donc je vais essayer avec l'auto-emploi ou l'emploi indépendant. Donc, c'est un problème auquel il faut s'atteler, auquel il faut trouver question. Et moi, j'aimerais que ce problème trouve une position dans nos débats pendant ces jours. Je vous remercie. Merci infiniment, cher monsieur. Alors, au terme de ce panel, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on remercie vivement Madame Leïla Belkhiri Ajeb pour la pertinence. Elle voulait intervenir. Voilà, allez-y, prenez le micro. Je ne vais pas être... Juste une seconde. Allumez-le, oui. Je ne vais pas trop m'étaler, mais juste il y a des visions et des réflexions qui m'ont interpellée, que je respecte, mais que je voudrais préciser. Entreprendre, on n'est pas là dans une définition de la langue française, on est là dans un cadre économique. Être entrepreneur, c'est avoir un projet, une entreprise qui crée de la richesse et qui donne du bénéfice si elle est une SA, une SARL, et dans l'économie sociale et solidaire, elle crée un bénéfice pour se repartir. Donc, entrepreneur, ici, nous ne parlons pas dans le vague, nous sommes, si j'ai bien compris, dans un cadre économique. Le deuxième point, je respecte, madame, votre étude de 3e cycle en 89, sauf que nous, à la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, c'est vrai, mon cher ami Abdelaziz, nous n'avons pas un état des lieux exhaustif sur le plan national, mais l'API fait elle a une base de données. Et nous, au niveau de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, on fait toujours des états des lieux, des questionnaires qualitatifs que nous recensons pour élaborer nos stratégies. Et nous avons remarqué, et ceci sur une échelle nationale, Leïla ? Sur l'échelle de 2200 femmes entrepreneurs adhérentes à la CNFCE, et que nous considérons... Est-ce que c'est représentatif ? Représentatif de la Tunisie, puisque nous représentons le syndicat du patronat féminin. Et je pense que, comme certaines personnes, comme je vois, comme moi fait ici, Makhlouf, comme mon ami ici du Tams, ici... Shema aussi, c'est le stress hein, d'être sous les projecteurs, d'oublier, mais c'est mon amie Shema, elles vont me le justifier, le profil de la femme entrepreneur, et c'est sur cette base que nous avons élaboré nos stratégies à la CNFCE quand on a élu d'aujourd'hui, n'est plus la femme, à part les GDA, etc., qui n'a pas un haut niveau universitaire, qu'elle y travaille dans le projet, que ce soit dans le même compétence ou pas, ils sont... La nouvelle génération de femmes entrepreneurs sont de haut niveau universitaire, ils sont multilingues, ils sont aussi internationales, c'est-à-dire qu'ils ont une formation ouverte à travers les réseaux sociaux et YouTube, etc. Donc, nous n'avons plus ces femmes entrepreneurs qui sont à la base. Et c'est pour ça que toute notre stratégie nationale de l'entrepreneuriat féminin a été revue et qu'on a fait l'IEDA 1 au niveau du ministère de la Femme, l'IEDA 2 maintenant au niveau du ministère de la Femme, et que nous exigeons des mécanismes de financement élaborés, des formations et un apport des services publics à l'emploi élaboré en fonction de ce que nous voulons. Merci. Et une vision vers l'export. Donc, on n'est plus dans la femme entrepreneur. C'est une discussion qui continuera. Finalement, elle ne va pas s'arrêter avec ce panel. Je remercie beaucoup Madame Leïla Belkhiri Ajeb, présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Je remercie également, sous vos applaudissements, Simone Gilles Bedoui, qui est expert international en emploi
le fondateur de l'ANETI, ex donc DG de l'ANETI. Je remercie également Abdelaziz. Voilà, donc merci beaucoup. Et notre keynote speaker, un grand merci pour Serbib Karaouli, président directeur général de Cap Banque. Voilà. Alors, on va vous convier à une pause café, voilà, qui vous sera servie en dehors de cette salle, puis on revient à 11h pour continuer les travaux de cette première journée de ce forum international. Merci.